La pauvre fille est arrivée à l'entretien sans chaussures. Le PDG millionnaire est resté figé en voyant son pendentif. Le pavé gelé de Bordeaux mordait la plante de ses pieds à travers les semelles trouées de ses chaussures. Amélie Girard serra les dents et continua d'avancer, ses escarpins noirs dans une main, l'autre agrippé à son sac à main élimé. Mieux valait marcher pieds nus que d'arriver à son entretien avec des chaussures qui se désintégraient à chaque pas. « Putain de froid !» marmonna-t-elle en français, son souffle formant un petit nuage de vapeur dans l'air matinal. Janvier à Bordeaux n'était jamais tendre, mais cette année, l'hiver semblait particulièrement acharné, comme tout le reste dans sa vie. D'ailleurs, elle remonta la fermeture éclair de son manteau, le seul qu'elle possédait, acheté d'occasion 3 ans plus tôt, et jeta un coup d'œil à sa montre. 8h moins le quart. Parfait. Elle aurait le temps de remettre ses chaussures avant d'entrer dans l'immeuble du groupe Beaumont. Le groupe Beaumont, ces 3 mots résonnaient dans sa tête comme une prière ou une malédiction. Elle ne savait plus très bien. C'était sa dernière chance. Sa toute dernière chance de décrocher un emploi stable, bien payé, qui lui permettrait enfin de soigner sa mère correctement. Geneviève, le visage de sa mère s'imposa dans son esprit, pâle et creusé par la maladie. 48 ans, mais elle en paraissait 60. Le cancer ne faisait pas de cadeaux, surtout quand on n'avait pas les moyens de se payer les meilleurs traitements. Les médicaments coûtaient une fortune, et même avec tous les petits boulots qu'Amélie enchaînait, serveuse le matin, babysitter l'après-midi, ménage le soir, ce n'était jamais assez. « Tu vas y arriver, ma chérie », lui avait dit Geneviève la veille au soir, d'une voix faible mais pleine de conviction. « Je le sens, tu vas décrocher ce poste. » Amélie avait souri, mais au fond d'elle, l'angoisse la rongeait. Qu'est-ce qu'une fille comme elle, sans diplôme prestigieux, sans relation, pouvait bien faire dans une entreprise comme le groupe Beaumont? Elle n'était qu'une petite ouvrière qui rêvait de jouer dans la cour des grands en traversant la place des Quinconces. Elle repensa à la conversation qu'elle avait eue avec sa mère 3 semaines plus tôt. Geneviève l'avait appelée dans sa chambre, l'air mystérieux. « J'ai quelque chose pour toi », avait-elle dit en fouillant dans le tiroir de sa table de nuit. Elle en avait sorti un petit pingent doré, délicat, suspendu à une chaînette fine, un bijou magnifique qui détonnait complètement avec leur appartement modeste. « Maman, qu'est-ce que c'est ? » C'est un cadeau de ton père. Il voulait que je te le donne quand le moment serait venu. » Amélie avait pris le pingent avec précaution. Il était plus lourd qu'il n'y paraissait, et quelque chose dans sa forme lui semblait familier. Bien qu'elle ne l'ait jamais vu auparavant, papa ne m'avait jamais parlé de ça. « Il y a beaucoup de choses que ton père ne t'a pas dites, ma chérie, mais il voulait que tu aies ça. C'est important, plus important que tu ne peux l'imaginer. » Le regard de Geneviève s'était voilé. Comme chaque fois qu'on évoquait Jacques Girard, 5 ans après sa mort, la douleur était toujours là. Tapie dans les recoins de leur petit appartement, Amélie porta machinalement la main à son cou, où le pingent reposait maintenant contre sa peau. Elle l'avait mis tous les jours depuis que sa mère le lui avait donné, comme un talisman, un porte-bonheur dont elle avait désespérément besoin. La façade du groupe Beaumont se dressa devant elle, impressionnante de modernité et de richesse. Vert, acier, lignes épurées. Tout l'opposé de son monde, des hommes et des femmes en costumes impeccables entraient et sortaient de l'immeuble. Parlant au téléphone, pressée, important, Amélie s'arrêta sur le trottoir d'en face et remit ses chaussures. Le cuir craquelé protestait, mais ça tiendrait encore quelques heures. Il le fallait. Elle traversa la rue et poussa les portes vitrées de l'entrée. Le hall était somptueux, marbre blanc, plafond cathédral, une fontaine qui clapotait doucement au centre. Tout respirait l'argent et le pouvoir. Mademoiselle, une hôtesse d'accueil, parfaitement maquillée et coiffée, la regardait avec un sourire professionnel. Mais Amélie ne rata pas le regard méprisant qui balaya rapidement sa tenue. « J'ai rendez-vous avec monsieur Laurent Beaumont. Amélie Girard. 9h. Bien sûr, ascenseur de droite. 15e étage. On vous attend. On vous attend. » Comme si elle était déjà en retard, comme si elle dérangeait. Amélie hocha la tête et se dirigea vers les ascenseurs, ignorant les regards curieux des employés. Elle savait ce qu'ils pensaient. Une petite prolo qui vient tenter sa chance chez les riches. Elle avait l'habitude. L'ascenseur monta silencieusement. 15e étage. Au fur et à mesure que les chiffres défilaient, l'estomac d'Amélie se nouait davantage.
Et si elle n'était pas à la hauteur? Et si Laurent Beaumont la jetait dehors au bout de 5 minutes? Laurent Beaumont, 35 ans, célibataire, héritier de l'empire familial, elle avait fait ses recherches sur Internet, photos dans les magazines People, gala de charité, conseil d'administration, un homme inaccessible, évoluant dans un monde qu'elle ne connaissait que par les écrans, les portes s'ouvrirent sur un autre univers, moquette épaisse, murs lambrissés, œuvre d'art qui valait probablement plus que ce qu'elle gagnerait en 10 ans. Une secrétaire aux cheveux argentés leva les yeux de son ordinateur. « Mademoiselle Girard, Monsieur Beaumont vous recevra dans quelques instants. Voulez-vous un café? » « Non merci, ça va. » Amélie s'assit dans l'un des fauteuils en cuir de la salle d'attente. Ses mains tremblaient légèrement. Ce n'était pas le froid. Cette fois, c'était la trouille pure et simple. Elle pensa à Geneviève, seule dans leur petit appartement, probablement en train de regarder la télé pour oublier la douleur. Elle pensa à son père, Jacques, qui avait toujours dit qu'il ne fallait jamais baisser les bras. « Tu vaux mieux que ce qu'ils croient, ma puce », répétait-il quand elle rentrait de l'école. Découragé par les moqueries de ses camarades plus fortunés, Jacques Girard avait été chauffeur toute sa vie, un brave homme, honnête, travailleur, qui n'avait jamais eu sa chance. Il était mort dans un accident de voiture en rentrant du travail, un soir de janvier glacial comme aujourd'hui. 5 ans déjà, 5 années de galère pour Amélie et sa mère. « Mademoiselle Girard, Monsieur Beaumont va vous recevoir. » Amélie se leva, ajusta sa veste et suivit la secrétaire vers un bureau imposant, dernière ligne droite. C'était maintenant ou jamais. La porte s'ouvrit sur un bureau gigantesque, baigné de lumière naturelle. Et derrière le bureau, un homme qui correspondait exactement aux photos qu'elle avait vues, grand, élégant, les cheveux bruns légèrement grisonnants sur les tempes, des yeux bleus perçants, Laurent Beaumont. Il leva la tête de ses dossiers, et leurs regards se croisèrent. Quelque chose passa entre eux à cet instant. Une électricité, une reconnaissance inexpliquée, mais ce ne fut rien comparé à ce qui arriva ensuite. Le regard de Laurent glissa vers le cou d'Amélie, vers le petit pingent doré qui dépassait de son col, et là, son visage se figea complètement. Il venait de voir un fantôme. Laurent Beaumont sentit son sang se glacer dans ses veines. Ce pingent, cette forme délicate, cette chaînette dorée, c'était impossible, absolument impossible. Il cligna des yeux, espérant que la vision disparaîtrait. Mais non, le bijou était bien là, scintillant doucement dans la lumière du matin qui filtrait par les baies vitrées de son bureau. « Monsieur Beaumont », dit Amélie d'une voix incertaine. « Ça va. » Laurent se ressaisit tant bien que mal. Il fallait qu'il garde son sang-froid, qu'il ne laisse rien transparaître. Mais bordel, comment était-ce possible? « Excusez-moi, mademoiselle. Girard. C'est bien ça. »« Oui, monsieur. Amélie Girard. Girard. » Ce nom lui disait quelque chose, mais il n'arrivait pas à replacer où il l'avait entendu. Il se leva de son fauteuil, contournant son bureau pour se rapprocher d'elle. Plus il regardait le pingent, plus la ressemblance était troublante. « Asseyez-vous, je vous prie. » Amélie prit place dans l'un des sièges face au bureau, visiblement nerveuse. Ses mains tremblaient légèrement, et Laurent remarqua ses chaussures usées, son manteau élimé. Cette fille n'avait clairement pas un sou. Alors comment? Parlez-moi de vous, dit-il en reprenant sa place, s'efforçant de détacher son regard du bijou. Eh bien, j'ai 23 ans, j'habite Bordeaux depuis toujours. Mon père était chauffeur. Il est décédé il y a 5 ans dans un accident de voiture. Depuis, je m'occupe de ma mère qui est malade, et j'enchaîne les petits boulots pour joindre les deux bouts. Chauffeur, accident. Il y a 5 ans, les pièces du puzzle commençaient à s'assembler dans l'esprit de Laurent, et le tableau qui se dessinait lui donnait la nausée. Quel était le nom de famille de votre père? Girard, Jacques Girard. Cette fois, Laurent faillit s'étrangler. Jacques Girard. Bon Dieu, comment avait-il pu oublier ce nom? L'homme qui était mort avec Catherine. L'homme qui conduisait cette nuit-là, quand tout avait basculé, cette nuit du 15 janvier, il y a 5 ans. Laurent ferma les yeux un instant, et les images revinrent, nettes et douloureuses comme des lames de rasoir. Catherine qui montait dans la voiture, élégante dans sa robe de soirée noire. Il revenait d'un gala de charité, et elle avait voulu rentrer seule parce qu'ils s'étaient disputés. Encore, une de ces querelles stupides de couple qui semblent importantes sur le moment et qui deviennent dérisoires quand il est trop tard. Je prends la voiture avec Jacques,
avait-elle dit. J'ai besoin de réfléchir. C'étaient les derniers mots qu'elle lui avait adressés. L'accident avait eu lieu sur la rocade, vers minuit. Une sortie de route inexpliquée. La voiture qui avait percuté un arbre de plein fouet. Jacques Girard était mort sur le coup. Catherine avait été transportée à l'hôpital, mais elle n'avait pas survécu à ses blessures. Laurent rouvrit les yeux. Amélie le regardait avec inquiétude. « Monsieur, vous êtes sûr que ça va ?»« Ce Pingent ?» dit-il d'une voix rauque. « Où l'avez-vous eu ?» La question la prit visiblement au dépourvu. Elle porta instinctivement la main à son cou. Comme pour protéger le bijou, c'était à mon père. Ma mère me l'a donné il y a quelques semaines. Pourquoi ? Laurent se leva brusquement et se dirigea vers le coffre-fort dissimulé derrière un tableau. Ses doigts tremblaient en composant le code. Il fallait qu'il vérifie, qu'il s'assure qu'il ne devenait pas fou. Il sortit un petit écrin de velours bleu et l'ouvrit, vide. L'écrin qui avait contenu le Pingent de Catherine était vide, comme depuis 5 ans. « Monsieur Beaumont, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Amélie, visiblement alarmée. Laurent revint vers elle, l'écrin à la main. Comment lui expliquer ? Comment lui dire que le bijou qu'elle portait était identique à celui de sa défunte épouse ? Ce Pingent, il ressemble énormément à un bijou qui appartenait à ma femme. Votre femme, elle est décédée, dans le même accident que votre père. Le silence qui suivit fut assourdissant. Amélie le regardait, bouche bée, essayant visiblement de digérer l'information. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que mon père faisait avec votre femme ? Il était notre chauffeur ce soir-là. Ma femme Catherine rentrait d'un gala. Et, Laurent s'interrompit, il ne pouvait pas lui dire qu'ils s'étaient disputés, que Catherine était partie en colère. C'était trop intime, trop douloureux. Il y a eu un accident, reprit-il. Ils sont morts tous les deux. Amélie porta de nouveau la main à son Pingent, et Laurent vit qu'elle tremblait. Mais alors, ce bijou, je ne sais pas. Catherine portait le sien ce soir-là. Je pensais qu'il avait été détruit dans l'accident. Mais il s'approcha d'elle, et cette fois, il put voir le Pingent de plus près. C'était troublant de ressemblance. La même forme en gouttes d'eau, les mêmes motifs gravés, la même chaînette délicate. Soit c'était le même bijou, soit ils avaient été fabriqués par le même orfèvre. « Mademoiselle Girard, Amélie, est-ce que je peux regarder ce Pingent de plus près ?» Elle hésita un instant, puis défit la chaînette et la lui tendit. Quand Laurent prit le bijou dans sa main, il sentit son cœur s'emballer. C'était exactement le même poids, la même texture que celui de Catherine. Il retourna le Pingent et découvrit, gravés au dos, les initiales qui confirmaient ses craintes. C.B. Catherine Beaumont. C'est le Pingent de ma femme, murmura-t-il. Comment c'est possible ? Chuchota Amélie. Laurent ne savait pas quoi répondre. Comment ce bijou était-il arrivé entre les mains de Jacques Girard ? Et pourquoi la mère d'Amélie le lui avait-elle donné maintenant, 5 ans après l'accident ? Il y avait forcément quelque chose qu'il ne savait pas. Quelque chose qui s'était passé cette nuit-là et dont personne ne lui avait parlé. « Écoutez, » dit-il en lui rendant le Pingent. « J'ai besoin de réfléchir à tout ça en ce qui concerne le poste. » Il s'arrêta. Son instinct d'homme d'affaires lui disait de la renvoyer, de prendre ses distances avec cette histoire qui sentait les emmerdes à plein nez, mais quelque chose de plus profond, de plus viscéral, l'en empêchait. Cette fille, elle était connectée à Catherine d'une manière qu'il ne comprenait pas encore, et tant qu'il n'aurait pas éclairci ce mystère, il ne pourrait pas la laisser partir. « Le poste est à vous, » dit-il finalement. « Pardon, vous commencez lundi, secrétaire assistante, département commercial, Madame Dubois vous expliquera tout. » Amélie le regardait comme s'il avait perdu la tête. Et peut-être que c'était le cas, mais vous ne m'avez même pas posé de questions sur mes compétences, mon expérience. J'ai tout ce qu'il me faut, mentit Laurent. En réalité, il n'avait même pas jeté un coup d'œil à son CV, mais il fallait qu'elle reste dans les parages, qu'il puisse creuser cette histoire. Monsieur Beaumont, merci beaucoup. Vous ne le regretterez pas, je vous le promets. Laurent hocha la tête. Mais il avait déjà des regrets, des tonnes de regrets. Il était en train de mélanger sa vie professionnelle et ses traumatismes personnels. Et ça ne pouvait que mal finir. Mais quand Amélie se leva pour partir, quand elle remit le Pingent autour de son cou et qu'il scintilla de nouveau dans la lumière, Laurent sut qu'il n'avait pas le choix. Il fallait qu'il découvre la vérité sur cette nuit-là. Il le devait à Catherine, et peut-être qu'il se le devait à lui-même.
À lundi, mademoiselle Girard. À lundi, monsieur Beaumont. Quand la porte se referma derrière elle, Laurent s'effondra dans son fauteuil. Qu'est-ce qu'il était en train de faire? Qu'est-ce qu'il était en train de déclencher? Il regarda l'écrin vide posé sur son bureau et sentit une douleur familière lui vriller la poitrine. Catherine lui manquait toujours autant, 5 ans après, et maintenant, cette fille débarquait avec son pingent. Réveillant des blessures qu'il croyait cicatrisées, il allait falloir qu'il appelle l'hôpital, qu'il retrouve le dossier de l'accident, qu'il comprenne comment ce bijou avait pu survivre au crash, mais une petite voix dans sa tête lui soufflait qu'il était peut-être en train d'ouvrir la boîte de Pandore. Le lundi matin arriva plus vite qu'Amélie ne l'avait espéré. Elle se tenait devant l'immeuble du groupe Beaumont, les mêmes chaussures usées aux pieds, mais cette fois avec un sac à main neuf. Enfin, neuf pour elle, acheté dans une friperie du centre-ville. Elle avait même réussi à dénicher un tailleur pas trop défraîchi qui lui donnait presque l'air d'appartenir à ce monde. « Tu peux y arriver », murmura-t-elle, en poussant les portes vitrées. L'hôtesse d'accueil lui adressa le même sourire professionnel que vendredi, mais cette fois, son regard s'attarda différemment sur elle. Amélie n'était plus une intruse. Elle faisait partie de la maison. « Bonjour, mademoiselle Girard. Madame Dubois vous attend au 3e étage. » Le trajet en ascenseur lui parut interminable. Qu'est-ce qu'elle foutait là, elle, la petite serveuse de café qui galérait pour payer les factures, dans une boîte pareille? Et surtout, pourquoi Laurent Beaumont l'avait-il embauchée sans même regarder son CV? Cette histoire de pingent la troublait encore. Comment un bijou ayant appartenu à sa femme défunte avait-il pu atterrir entre les mains de son père? Jacques n'avait jamais été du genre à piquer quoi que ce soit. C'était l'honnêteté incarnée. « Amélie !» s'exclama une voix chaleureuse. Madame Dubois était une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux poivre et sel tirés en chignon strict, mais dont le sourire illuminait tout le visage. Elle tendit la main à Amélie, avec une sincérité qui détonnait dans cet environnement feutré. « Enchantée, ma chère, Véronique Dubois, directrice des ressources humaines. Monsieur Laurent m'a dit le plus grand bien de vous, le plus grand bien. » Amélie faillit éclater de rire. Il ne la connaissait même pas. « Venez, je vais vous faire visiter vos nouveaux bureaux. » Le département commercial occupait tout le 5e étage. Open space immense. Cloisons vitrées, écrans partout. Amélie n'avait jamais vu autant d'ordinateurs de sa vie. « Voici votre poste », dit Madame Dubois, en désignant un bureau impeccablement rangé près d'une baie vitrée. « Vous serez assistante de Monsieur Patel, notre directeur commercial. Un homme adorable, vous verrez. » Amélie s'assit dans le fauteuil en cuir et regarda autour d'elle. Ses collègues la lorgnaient avec curiosité. Certains souriaient, d'autres semblaient moins enthousiastes. « D'où elle sort ? Celle-là » entendit-elle chuchoter. « Paraît qu'elle a été personnellement recommandée par Monsieur Laurent. »« Ah bon ? Et pour quel service, tu crois ?» Les murmures cessèrent quand Madame Dubois se racla la gorge. « Amélie, laissez-moi vous présenter l'équipe. » Les présentations se succédèrent. Nom, fonction, sourire convenu. Amélie essayait de retenir, mais tout se mélangeait dans sa tête. Elle n'avait qu'une envie, filer aux toilettes pour reprendre ses esprits. Et pour finir, dit Madame Dubois, voici Monsieur Patel, un homme d'une 40aine d'années, lunettes sur le nez et sourire bienveillant, s'approcha d'elle. Ravi de vous rencontrer, Amélie. J'espère que nous allons bien travailler ensemble. Moi aussi, monsieur. Rajesh, je vous prie. Ici, on ne fait pas trop dans le protocole. Madame Dubois s'éclipsa après avoir promis de repasser dans l'après-midi, et Rajesh entraîna Amélie vers son bureau. Alors, première fois dans une grande entreprise, Amélie hocha la tête, soudain intimidée. Ça se voit tant que ça? Non, non, mais on reconnaît toujours les gens qui débarquent. Moi, quand j'ai commencé ici il y a 10 ans, j'étais terrorisée, et regardez-moi maintenant. Il rit, et Amélie se détendit un peu. Au moins, elle était tombée sur quelqu'un de sympa. Au fait, comment avez-vous connu Monsieur Laurent? C'est rare qu'il s'implique personnellement dans les recrutements. La question qu'Amélie redoutait, comment expliquer qu'elle ne le connaissait pas vraiment, qu'il l'avait embauché pour des raisons mystérieuses liées à un bijou? C'est compliqué, éluda-t-elle. Rajesh ne insista pas, mais elle vit bien qu'il était intrigué. La matinée passa en formations diverses, logiciels, procédures, organigrammes. Amélie prenait des notes frénétiquement,
Terrifiée à l'idée d'oublier quelque chose d'important, à midi, elle descendit déjeuner à la cafétéria d'entreprise. L'endroit était bondé et elle ne savait pas trop où s'asseoir. Elle finit par trouver une place libre à une table près des baies vitrées. « Excusez-moi, cette place est libre. » Amélie leva les yeux. Une jeune femme brune, très élégante, la regardait avec un sourire qui ne montait pas jusqu'aux yeux. « Bien sûr. Merci, Céline Moreau, assistante de direction. Et vous êtes la nouvelle recrue de Rajesh, c'est ça ?» Amélie Girard, enchantée. Céline s'assit et entama sa salade composée avec des gestes précis, presque mécaniques. « Alors, comment trouvez-vous Monsieur Laurent ?» demanda-t-elle d'un ton faussement désinvolte. « Pourquoi cette question ?»« Oh, simple curiosité. Il ne recrute jamais personne directement. » « Enfin, pas depuis. » Elle s'interrompit, comme si elle en avait trop dit. « Pas depuis quoi ? » « Rien, oubliez. » Mais Amélie ne lâchait pas le morceau. « Depuis quoi, Céline ?» La jeune femme soupira. « Depuis la mort de sa femme, Monsieur Laurent s'est complètement renfermé sur lui-même. Il ne s'implique plus dans rien, à part les grandes décisions stratégiques. Alors quand Madame Dubois nous a dit qu'il avait personnellement validé votre embauche, qu'est-ce qui s'est passé avec sa femme ? Accident de voiture ? Il y a 5 ans ? Une tragédie. Vraiment, Catherine était quelqu'un de formidable, belle, intelligente, généreuse. Ils formaient un couple parfait. Le cœur d'Amélie se serra. Catherine, la femme à qui avait appartenu le pain-jean qu'elle portait, celle qui était morte avec son père. Elle était comment ? Demanda-t-elle, incapable de résister. Magnifique, brune, les yeux verts, un sourire à tomber. Et puis, elle s'occupait de tas d'œuvres de charité. Une vraie dame, quoi. Céline sortit son téléphone et fit défiler ses photos. « Tenez, regardez. » C'était à la soirée de Noël 2019. Quelques semaines avant sa mort, elle tendit l'écran à Amélie, qui sentit son sang se glacer. Sur la photo, Laurent et Catherine posaient devant un sapin gigantesque. Elle était effectivement magnifique. Radieuse dans une robe de soirée bleue, et autour de son cou, « C'est quoi ce bijou qu'elle porte ?» demanda Amélie d'une voix blanche. « Oh ça, son pain-jean porte-bonheur. Elle ne le quittait jamais. Laurent le lui avait offert pour leur fiançailles. Un bijou unique, paraît-il, fait sur mesure par un orfèvre de Paris. Amélie porta machinalement la main à son cou, où reposait le même pain-jean, exactement le même. « Ça va, vous êtes toute pâle. Excusez-moi, j'ai un coup de fatigue. » Amélie se leva précipitamment et quitta la cafétéria. Le cœur battant à tout rompre, elle se réfugia dans les toilettes et s'aspergea le visage d'eau froide. Comment était-ce possible ? Comment son père avait-il pu récupérer ce bijou unique ? Et pourquoi sa mère le lui avait-elle donné maintenant ? Elle regarda son reflet dans le miroir. Le pain-jean scintillait contre sa peau, innocent en apparence. Mais elle commençait à comprendre qu'il cachait quelque chose de bien plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé. L'après-midi traîna en longueur. Amélie n'arrivait pas à se concentrer sur son travail. Obsédée par cette photo et par les questions qui se bousculaient dans sa tête, vers 17h, alors qu'elle s'apprêtait à ranger ses affaires, son téléphone sonna. Numéro masqué. « Allô, Mademoiselle Girard, Laurent Beaumont à l'appareil. » Son estomac fit un bond. « Monsieur Beaumont, bonsoir. J'aimerais vous voir, dans mon bureau maintenant, si c'est possible. »« Oui, bien sûr. » Elle raccrocha, le cœur battant. Qu'est-ce qu'il lui voulait ? Est-ce que ça avait un rapport avec le pain-jean ? L'ascenseur la mena au 15e étage, où la secrétaire aux cheveux argentés la dirigea directement vers le bureau de Laurent. Il était debout devant la baie vitrée, le dos tourné, les mains dans les poches. Quand il se retourna, Amélie vit quelque chose de différent dans son regard. Une intensité nouvelle, presque troublante. « Comment s'est passée votre première journée ? » « Bien, merci. Tout le monde a été très accueillant. Tant mieux. » Il s'approcha d'elle, et Amélie sentit son pouls s'accélérer. Il était plus grand qu'elle ne l'avait réalisé, et dégageait une aura de pouvoir qui la rendait nerveuse. « Amélie, je peux vous appeler Amélie ? » « Bien sûr. J'ai réfléchi à notre conversation de vendredi, à propos du pain-jean. Il était tout prêt maintenant, et elle pouvait sentir son parfum, discret mais entêtant. Je crois qu'il faut qu'on parle, vraiment, qu'on creuse cette histoire. Je ne sais pas ce que je pourrais vous dire de plus. Votre mère, peut-être qu'elle sait quelque chose sur ce qui s'est passé cette nuit-là. » Amélie secoua la tête. «
Maman ne parle jamais de l'accident. C'est trop douloureux pour elle. » Laurent hocha la tête, compréhensif. Puis, sans prévenir, il tendit la main et effleura le pingent du bout des doigts. Le contact de sa peau contre la sienne fit frissonner Amélie. Ce bijou, il cache quelque chose. J'en suis sûre. Leurs regards se croisèrent, et quelque chose passa entre eux. Une tension électrique, inexplicable, qui n'avait rien à voir avec l'histoire du pingent. Amélie recula d'un pas, troublée par ce qu'elle venait de ressentir. Je devrais y aller. Ma mère m'attend. Bien sûr. Bonne soirée, Amélie. » En sortant du bureau, elle avait l'impression que sa vie venait de basculer une deuxième fois. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le premier jour d'Amélie au groupe Beaumont. 3 semaines pendant lesquelles elle avait appris à naviguer dans ce monde de luxe et de pouvoir, tout en sentant constamment le poids du regard de Laurent sur elle. Il trouvait toujours des prétextes pour passer dans son service, un dossier à récupérer, une réunion impromptue, un café à prendre à la machine qui se trouvait, comme par hasard, juste à côté de son bureau. À chaque fois, ses yeux se posaient sur le pingent, et à chaque fois, Amélie sentait cette même tension électrique la parcourir. Ce matin-là, alors qu'elle classait des contrats, Rajesh s'approcha de son bureau avec un sourire mystérieux. « Amélie, Monsieur Laurent vous demande dans son bureau, et d'après sa secrétaire, ce n'est pas pour le boulot. » « Comment ça ? » Il a bloqué 2 heures dans son agenda. Pour un entretien personnel, qu'elle a dit, le cœur d'Amélie s'emballa. 2 heures, qu'est-ce qu'il pouvait bien lui vouloir pendant 2 heures ? Elle monta au 15e étage, l'estomac noué. La secrétaire aux cheveux argentés lui fit un sourire complice. « Il vous attend, ma chère. Et ne vous inquiétez pas, il n'a pas l'air en colère. » Amélie frappa à la porte et entra. Laurent était assis dans l'un des fauteuils de son coin salon, pas derrière son bureau imposant, plus décontracté, plus accessible. « Amélie, asseyez-vous. Voulez-vous un café ? » Volontiers. Il se leva pour préparer 2 tasses sur la machine à expresso intégrée à son bar. Ses gestes étaient précis, élégants. Tout chez cet homme respirait le raffinement. « Comment allez-vous, vraiment ? Je veux dire, pas la politesse d'usage. » La question la surprit par sa sincérité. « Ça va, c'est différent de ce que je connaissais, mais je m'habitue. Et votre mère ? Elle va mieux, merci. Les nouveaux médicaments semblent faire effet. » Laurent hocha la tête et lui tendit sa tasse. Leurs doigts se frôlèrent lors de l'échange. Et Amélie sentit de nouveau cette décharge électrique. « Amélie, j'ai quelque chose à vous montrer. » Il se dirigea vers un meuble et en sortit un album photo qu'il posa sur la table basse entre eux. Ce sont des photos de Catherine. « J'aimerais que vous les regardiez. » Amélie ouvrit l'album avec précaution. La première page la coupa le souffle. Catherine était encore plus belle en vrai que sur la photo de téléphone de Céline. Brune aux yeux verts, sourire lumineux. Elle dégageait une élégance naturelle qui faisait mal à voir. « Elle était magnifique », murmura Amélie. « Oui, et regardez bien ses bijoux. » Amélie tourna les pages, sur chaque photo. Catherine portait le pingent, exactement le même que celui qu'elle avait autour du cou. Impossible de s'y tromper. Je ne comprends toujours pas comment. Moi non plus, mais j'ai ma théorie. Laurent s'assit à côté d'elle, si près qu'elle pouvait sentir la chaleur de son corps. Cette nuit-là, celle de l'accident, Catherine et moi nous étions disputés. Une querelle idiote, comme tous les couples en ont. Elle voulait partir seule, prendre du recul. Elle a demandé à Jacques de la reconduire. Il s'interrompit, la voix étranglée par l'émotion. « Continuez », l'encouragea doucement Amélie. Selon le rapport de police, l'accident a eu lieu vers minuit sur la rocade. Sortie de route, collision avec un arbre. Jacques est mort sur le coup. Catherine a été transportée à l'hôpital, mais elle n'a pas survécu à ses blessures. Laurent se leva et alla se poster devant la baie vitrée, le dos tourné. Ce que je ne comprends pas, c'est comment le pingent a pu se retrouver chez votre père. Les effets personnels de Catherine ont été restitués à la famille, mais pas le pingent. On nous a dit qu'il avait disparu dans l'accident. Amélie sentit sa gorge se serrer. Elle commençait à entrevoir une vérité qu'elle n'était pas sûre de vouloir connaître. « Monsieur Laurent, Laurent, appelez-moi Laurent. Laurent, vous pensez que mon père a pris le pingent ?» Il se retourna, et elle vit dans ses yeux une douleur profonde, mais aussi quelque chose d'autre.
quelque chose qui ressemblait à de la tendresse. Non, votre père était un homme honnête. J'ai fait des recherches sur lui. 15 ans de service irréprochable dans différentes familles bourgeoises. Jamais la moindre plainte. Alors comment? Je crois que Catherine le lui a donné, avant de mourir. Le silence qui suivit fut lourd de sous-entendus. Amélie fixait Laurent, essayant de digérer cette information. Mais pourquoi? Pourquoi elle aurait fait ça? C'est ce que j'aimerais découvrir. Et c'est pour ça que j'ai besoin de votre aide. Il revint s'asseoir près d'elle, si près qu'elle pouvait voir les petites rides de fatigue autour de ses yeux. Amélie, est-ce que vous accepteriez de venir avec moi à l'hôpital pour rencontrer le médecin qui s'est occupé de Catherine cette nuit-là? Peut-être qu'il sait quelque chose. Vous croyez que c'est une bonne idée? Je ne sais pas. Mais j'ai besoin de comprendre. Ça fait 5 ans que je vis avec cette culpabilité. 5 ans que je me demande ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là. Il tendit la main et, sans réfléchir, toucha le pingent qu'elle portait. Le contact de ses doigts sur sa peau fit frissonner Amélie. Ce bijou, c'est tout ce qui me reste d'elle. Et maintenant, il est autour de votre cou. Et je ne sais pas si c'est le destin, la coïncidence ou autre chose. Leurs regards se croisèrent, et quelque chose bascula. Laurent approcha son visage du sien, lentement, lui laissant le temps de refuser. Mais Amélie ne bougea pas. Elle ne pouvait pas bouger. Quand leurs lèvres se touchèrent, ce fut comme une décharge électrique. Douce d'abord, puis plus intense, plus désespérée, Laurent glissa une main dans ses cheveux, l'autre sur sa joue, et Amélie sentit tout son monde s'effondrer et se reconstruire en même temps. Puis brusquement, il s'écarta. « Pardon, je n'aurais pas dû. » Amélie le regardait, les lèvres encore gonflées de leur baiser, le cœur battant à tout rompre. « Pourquoi vous vous excusez? Parce que c'est compliqué, parce que vous travaillez pour moi, parce que cette histoire de Pingent, tout ça est malsain. Et si je m'en foutais ?» La question le prit au dépourvu. Il la regardait comme s'il la voyait pour la première fois. « Amélie, vous croyez que je ne ressens rien? Vous croyez que depuis 3 semaines, je ne remarque pas la façon dont vous me regardez, dont vous trouvez des prétextes pour venir me voir ?» Laurent passa une main dans ses cheveux, visiblement troublé. « C'est de la folie. Vous pourriez être ma fille. J'ai 23 ans, pas 13. Et vous en avez 35, pas 60. » Elle se leva et s'approcha de lui. Cette fois, ce fut elle qui tendit la main vers son visage. « Laurent, qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Que je ressemble à votre femme ou que je ne lui ressemble pas du tout ?» La question le toucha en plein cœur. Il ferma les yeux et appuya sa joue contre la paume d'Amélie. « Je ne sais plus, » murmura-t-il. « Je ne sais plus rien depuis que vous êtes arrivée. » Alors arrêtez de réfléchir cette fois. Ce fut elle qui l'embrassa, plus sûre d'elle, plus déterminée. Et quand il répondit à son baiser avec une passion qui la surprit, elle sut qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Ils restèrent enlacés plusieurs minutes, savourant cette proximité nouvelle, cette intimité troublante. Puis Laurent s'écarta doucement. « Amélie, je ne veux pas vous faire de mal. Vous me faites plus de mal en vous tenant à distance. » Il sourit tristement. « Vous ne savez pas dans quoi vous vous engagez? Alors expliquez-moi. Aidez-moi à comprendre. » Laurent la prit par la main et l'entraîna vers le canapé. Cette nuit-là, avant l'accident, Catherine était bizarre, tendue, préoccupée. Elle avait reçu un coup de fil pendant le gala, et après ça, elle n'était plus la même. Un coup de fil de qui? Je ne sais pas. Quand je lui ai demandé, elle a dit que ce n'était rien, mais j'ai vu qu'elle mentait. Amélie fronça les sourcils. Et vous pensez que ça a un rapport avec l'accident? Je ne sais pas. Mais Catherine était une excellente conductrice. Et Jacques aussi. Une sortie de route comme ça, sans explication. Il s'interrompit, perdu dans ses pensées. « Laurent, vous pensez que ce n'était pas un accident? J'essaie de ne pas y penser, mais parfois, la nuit, je me demande. » Amélie sentit un frisson la parcourir. Si l'accident n'en était pas un, si quelqu'un avait voulu du mal à Catherine, alors le Pingent, il faut qu'on aille voir votre mère, dit soudain Laurent. Il faut qu'on lui demande exactement comment votre père avait ce Pingent. Elle ne voudra jamais parler. Elle refuse d'évoquer cette période. Alors il faut trouver un autre moyen. Des papiers, des souvenirs, n'importe quoi qui pourrait nous éclairer. Amélie hocha la tête. Mais au fond d'elle, une angoisse grandissait. Et si la vérité était pire que le mystère?
Et si son père était impliqué dans quelque chose de terrible? Et surtout, que se passerait-il entre Laurent et elle quand il découvrirait enfin la vérité? Amélie n'arrivait pas à dormir. Allongée dans son petit lit, elle fixait le plafond fissuré de sa chambre, ressassant encore et encore le baiser qu'elle avait échangé avec Laurent. Ses lèvres en gardaient encore le goût et son cœur battait chaque fois qu'elle y repensait. Mais au-delà de cette émotion troublante, c'était les questions qui l'empêchaient de trouver le sommeil. Ce coup de fil mystérieux que Catherine avait reçu le soir de l'accident, l'étrange comportement de sa mère concernant le Pain-Jean et cette intuition grandissante que son père était impliqué dans quelque chose de plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé, elle se leva, enfila sa robe de chambre et se dirigea vers la cuisine pour se préparer une tisane. En passant devant la chambre de sa mère, elle entendit des gémissements étouffés. Geneviève avait encore une mauvaise nuit. « Maman !» chuchota-t-elle en entr'ouvrant la porte. « Amélie, entre ma chérie. » Geneviève était assise dans son lit, le visage pâle et creusé par la douleur. Les nouveaux médicaments l'aidaient dans la journée, mais les nuits restaient difficiles. « Tu as mal. Un peu. Mais ça va passer. Et toi, qu'est-ce que tu fais debout à cette heure ?» Amélie s'assit au bord du lit et prit la main de sa mère. « Je n'arrive pas à dormir. J'ai des questions qui me trottent dans la tête. À propos de ton nouveau travail. À propos de papa et du Pain-Jean. » Le visage de Geneviève se ferma instantanément. « Amélie, on en a déjà parlé. » « Non, maman. Tu m'as donné ce bijou en me disant que papa voulait que je l'aie, mais tu ne m'as jamais expliqué pourquoi, d'où il vient, comment papa l'a eu. Certaines choses sont mieux oubliées, ma chérie. Pas celle-là, maman. Ce Pain-Jean appartenait à la femme de mon patron. Elle est morte dans le même accident que papa. » Geneviève tressaillit, et Amélie vit passer une lueur de panique dans ses yeux. « Comment tu sais ça ? » ?»« Parce que Laurent Beaumont me l'a dit. Il l'a reconnu dès qu'il l'a vu. » Geneviève ferma les yeux et porta une main tremblante à son front. « Mon Dieu, je savais que ce jour arriverait. Maman, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Qu'est-ce que papa ne m'a jamais dit? Amélie, s'il te plaît. Non, j'ai le droit de savoir. Cette femme, Catherine, elle a donné son Pain-Jean à papa avant de mourir. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle voulait qu'il fasse avec? » Geneviève ouvrit les yeux et regarda sa fille avec une expression de profonde détresse. « Je ne sais pas, Amélie. Ton père n'a jamais voulu me dire exactement ce qui s'était passé. Tout ce que je sais, c'est qu'il est rentré cette nuit-là complètement bouleversé, avec ce Pain-Jean dans la poche. Il est rentré. Mais l'accident. Il y a eu l'accident, oui. Mais ton père, il a eu le temps de revenir à la maison avant que les secours arrivent. » Amélie sentit le monde vaciller autour d'elle. « Comment ça? Il a eu un accident et il est rentré à la maison. Il était blessé, mais pas gravement. Il a dit qu'il fallait qu'il me donne quelque chose de très important avant que... » Geneviève s'interrompit, la voix brisée par l'émotion. « Avant que quoi, maman? Avant qu'il vienne le chercher. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Amélie essayait de digérer ce que sa mère venait de lui révéler, mais ça n'avait aucun sens. « Maman, tu es en train de me dire que papa savait qu'il allait mourir. Il avait peur. Il répétait qu'il avait vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir, qu'il avait le Pain-Jean et que ça le mettait en danger. Qu'est-ce qu'il avait vu? Je ne sais pas. Il n'a pas voulu me le dire. Il a juste dit que si quelque chose lui arrivait, je devais garder le Pain-Jean et te le donner quand tu serais assez grande pour comprendre. » Amélie se leva d'un bond, l'esprit en ébullition. « Assez grande pour comprendre quoi? Je ne sais pas, Amélie, je te jure que je ne sais pas. » Geneviève pleurait maintenant, et Amélie se sentit coupable de l'avoir poussée dans ses retranchements. Elle s'assit de nouveau et prit sa mère dans ses bras. « Pardon, maman, je ne voulais pas te faire de mal. Il faut que tu fasses attention, ma chérie. Si ton père avait raison, si ce Pain-Jean cache vraiment quelque chose d'important, qu'est-ce que tu veux dire? Les gens qui ont tué ton père, ils sont peut-être encore là. » Un frisson glacé parcourut l'échine d'Amélie. Sa mère venait de confirmer ses pires craintes. L'accident n'en était pas un. « Maman, tu crois vraiment que papa a été assassiné? Je ne sais plus quoi croire. Tout ce que je sais, c'est qu'il avait peur et qu'il avait raison d'avoir peur. » Amélie resta encore 1 heure auprès de sa mère, la consolant jusqu'à ce qu'elle se rendorme, puis elle retourna dans sa chambre, plus perturbée que jamais,
Elle s'assit à son petit bureau et prit le pingent entre ses mains, l'observant sous tous les angles. C'était un bijou magnifique, finement ciselé, mais elle ne voyait rien d'extraordinaire. Pourtant, il devait cacher quelque chose d'assez important pour que Catherine le confie à son père avant de mourir. Quelque chose d'assez dangereux pour que quelqu'un veuille tuer Jacques pour le récupérer. Elle tourna et retourna le pingent, cherchant un mécanisme, une inscription, n'importe quoi qui pourrait lui donner un indice. Et puis, en appuyant par hasard sur le petit motif gravé au dos, elle sentit quelque chose bouger. Un petit clic, presque imperceptible. Le cœur battant, elle examina le pingent de plus près. Le motif avait légèrement bougé, révélant une minuscule fente sur le côté. Avec précaution, elle appuya de nouveau, et cette fois, une partie du pingent coulissa, révélant un compartiment secret. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. À l'intérieur du compartiment, il y avait une microcarte SD, si petite qu'elle aurait pu passer inaperçue si on ne la cherchait pas spécifiquement. Les mains tremblantes, Amélie sortit la carte et la contempla. Qu'est-ce qui pouvait bien être stocké là-dessus? Et surtout, était-ce pour ça que Catherine avait confié le pingent à son père? Elle alluma son vieil ordinateur portable et inséra la carte dans le lecteur. Plusieurs dossiers apparurent à l'écran. Des documents, des photos, des enregistrements audio. Le premier dossier contenait des relevés bancaires, des comptes offshore, des virements suspects, des montants astronomiques. Le nom Beaumont revenait partout, associé à des entreprises aux noms bizarres dans des paradis fiscaux. Le deuxième dossier était rempli de photos, des clichés pris en cachette, montrant des hommes en costume échangeant des enveloppes, se serrant la main dans des lieux sombres. Sur plusieurs photos, Amélie reconnut un homme âgé qu'elle avait aperçu quelquefois au bureau, Victor Beaumont, le père de Laurent, mais c'est le troisième dossier qui lui coupa le souffle. Des enregistrements audio de conversations téléphoniques, la voix de Catherine, claire et déterminée, parlant à quelqu'un. « J'ai toutes les preuves maintenant, les comptes, les virements, les photos. Victor Beaumont trempe dans du blanchiment d'argent et des financements douteux depuis des années. Catherine, c'est dangereux, s'ils apprennent que tu sais. Il faut que ça sorte. Trop de gens ont souffert à cause de leur magouille. Je vais tout révéler. Pas au téléphone. On ne sait jamais qui écoute. Tu as raison. Je vais tout mettre sur une carte mémoire et la cacher quelque part en sécurité, s'il m'arrive quelque chose. » L'enregistrement s'arrêtait là. Amélie resta figée devant l'écran, essayant de digérer ce qu'elle venait d'entendre. Catherine avait découvert des preuves de corruption impliquant la famille Beaumont. Elle s'apprêtait à tout révéler quand son téléphone sonna, la faisant sursauter. « Laurent ? Allô ? Amélie ? Excusez-moi de vous appeler si tard, mais je n'arrive pas à dormir. Il faut qu'on se voit demain. J'ai appelé l'hôpital. Le médecin qui s'est occupé de Catherine accepte de nous recevoir. » Amélie regarda l'écran de son ordinateur, où s'étalaient les preuves de la corruption de la famille de Laurent. « Laurent, il faut qu'on parle. J'ai découvert quelque chose. » « Quoi ? Pas au téléphone. Demain matin, avant de voir le médecin. »« Amélie, vous m'inquiétez ? Qu'est-ce que vous avez trouvé ?» Elle ferma les yeux, sachant que ce qu'elle allait révéler changerait tout entre eux. La vérité. « Laurent, j'ai trouvé la vérité. » Après avoir raccroché, elle contempla de nouveau la carte SD. Catherine était morte pour ça. Son père avait été tué pour ça. Et maintenant, elle se retrouvait avec entre les mains des preuves qui pouvaient détruire la famille de l'homme qu'elle était en train d'aimer. Le lendemain matin, elle devrait choisir entre la justice et ses sentiments, entre venger son père et protéger Laurent. Et elle n'avait aucune idée de ce qu'elle allait faire. Amélie n'avait pas fermé l'œil de la nuit, assise à son bureau. Elle avait passé des heures à éplucher le contenu de la carte SD. Et ce qu'elle avait découvert dépassait ses pires cauchemars. Des messages de Catherine révélèrent l'ampleur de la corruption au sein du groupe Beaumont. Victor Beaumont n'était pas seulement impliqué dans du blanchiment d'argent, il finançait des organisations criminelles, détournait des fonds d'aide humanitaire et avait même ordonné des éliminations pour protéger ses intérêts. Le dernier message audio de Catherine, enregistré le soir de sa mort, glaça le sang d'Amélie. « Papa Victor sait que je sais. Il m'a menacé ce soir au gala. Il a dit qu'il ne laisserait personne détruire l'héritage familial. Je vais confier les preuves à Jacques, notre chauffeur. C'est le seul en qui j'ai confiance. S'il m'arrive quelque chose, il saura quoi faire. » Puis, dans un sanglot, « Laurent ne doit jamais savoir que son père est un monstre. Ça le détruirait. » Amélie essuya les larmes qui coulaient sur ses joues.
Catherine était morte en essayant de protéger l'homme qu'elle aimait. Et maintenant, c'était à elle de porter ce terrible secret. Son téléphone vibra. Un message de Laurent. « Je passe vous chercher à 9h. On va d'abord à l'hôpital, puis on pourra parler. » Il était 8h30. Amélie effaça rapidement toutes les traces de ses recherches nocturnes, glissa la carte SD dans une enveloppe qu'elle cacha sous son matelas, puis se dépêcha de se préparer. Quand Laurent arriva, elle fut frappée par sa mine défaite. Il avait des cernes profonds, et ses vêtements habituellement impeccables étaient froissés. « Vous non plus, vous n'avez pas dormi ?» constata-t-elle en montant dans sa Porsche noire. « Comment voulez-vous que je dorme ? Cette histoire me rend fou, j'ai l'impression de devenir parano. » Il démarra et prit la direction de l'hôpital. Hier soir, j'ai appelé quelques personnes qui travaillaient avec Catherine sur ses œuvres de charité. L'une d'entre elles m'a dit qu'elle avait paru très inquiète dans les dernières semaines avant sa mort. Inquiète de quoi ? Apparemment, elle posait beaucoup de questions sur les finances de la fondation familiale. Elle voulait savoir d'où venaient certains fonds, comment ils étaient utilisés. Amélie serra les poings. Catherine avait donc bien mené son enquête. Et qu'est-ce qu'elle a découvert ? C'est ce que j'aimerais savoir. Mon père gérait personnellement les comptes de la fondation. Quand j'ai voulu consulter les livres hier soir, j'ai découvert qu'une partie des archives avait disparu. Disparu. Volatilisés, comme par magie, ils arrivèrent à l'hôpital Pellegrin. Le dehors, Moreau, qui avait soigné Catherine cette nuit-là, était un homme d'une 60aine d'années aux tempes grises et aux yeux fatigués. « Monsieur Beaumont », dit-il en les accueillant dans son bureau. « Je me souviens très bien de cette nuit. C'était particulier. En quel sens ? Votre épouse était consciente quand les secours l'ont amenée. Très affaiblie, mais consciente. Elle réclamait quelqu'un. Moi, non, elle réclamait Jacques, le chauffeur. Elle répétait sans arrêt. « Il faut que je parle à Jacques, c'est important. » Laurent et Amélie échangèrent un regard lourd de sens. Et alors, on nous a dit que le chauffeur était mort sur le coup, quand j'ai annoncé la nouvelle à votre épouse. Elle a eu une réaction très étrange. Comment ça ? Elle a d'abord paru anéantie, puis elle a fouillé dans ses affaires, avec une énergie désespérée. Elle cherchait quelque chose. Quoi ? Un bijou, un penjant qu'elle portait toujours. Quand elle s'est aperçue qu'il avait disparu, elle a souri. Un sourire triste, mais soulagé. Amélie sentit sa gorge se serrer. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Il l'a. Jacques l'a pris. C'est bien. Et puis elle a murmuré quelque chose que je n'ai pas compris sur le moment. Quoi ? La vérité survivra. Le médecin se tut, perdu dans ses souvenirs. Docteur, dit Amélie d'une voix tremblante. L'accident. Vous y avez cru. L'odeur. Moreau la regarda longuement. Mademoiselle, en 30 ans de médecine d'urgence, j'ai vu beaucoup d'accidents de voiture. Celui-là, il y avait quelque chose qui ne collait pas. Comment ça ? Les blessures de Madame Beaumont n'étaient pas cohérentes avec un simple accident. Elle avait des traces de lutte, des ecchymoses qui suggéraient qu'elle s'était débattue. Laurent pâlit. Vous pensez qu'elle a été agressée ? Je pense qu'il s'est passé autre chose sur cette route que ce qui figure dans le rapport officiel. Mais à l'époque, quand j'ai fait part de mes doutes, on m'a fait comprendre qu'il valait mieux me taire. À qui vous a dit ça ? Des gens influents ? Des gens qui n'aimaient pas qu'on pose trop de questions. En sortant de l'hôpital, Laurent était livide. Il s'adossa contre sa voiture, les jambes flageolantes. Mon Dieu, Amélie, si ce qu'il dit est vrai, si Catherine a été tuée, Laurent, il faut qu'on parle. Maintenant, elle lui prit la main et l'entraîna vers un café proche de l'hôpital. Une fois installée dans un coin discret, elle prit une profonde inspiration. Cette nuit, j'ai découvert quelque chose dans le penjant. Quoi ? Il y a un compartiment secret, avec une carte mémoire à l'intérieur ? Laurent la regardait, médusé. Une carte mémoire ? Avec des preuves, Laurent ? Des preuves de corruption, de blanchiment d'argent, de financements illégaux ? Impliquant qui ? Amélie ferma les yeux. C'était le moment le plus difficile de sa vie. Votre père. Le silence qui suivit fut assourdissant. Laurent la regardait comme si elle venait de le gifler. Comment ça, mon père ? Victor Beaumont trempe dans des affaires louches depuis des années. Catherine l'avait découvert. Elle avait rassemblé toutes les preuves. C'est impossible. Laurent, c'est impossible. Mon père a peut-être ses défauts, mais ce n'est pas un criminel. J'ai vu les documents, les comptes offshore, les virements suspects, les photos.
Quelle photo? Amélie sortit son téléphone et lui montra quelques clichés qu'elle avait discrètement photographiés pendant la nuit. Laurent regarda l'écran, et peu à peu, son visage se décomposa. Non, non, ce n'est pas possible. Il y a aussi des enregistrements audio de Catherine. Elle explique tout. Faites-moi entendre. Laurent, vous êtes sûr? Ça va être très dur. Faites-moi entendre. Amélie mit ses écouteurs et passa l'un des enregistrements les plus accablants. Elle vit Laurent blêmir au fur et à mesure qu'il entendait la voix de sa défunte épouse révéler les crimes de son père. Quand l'enregistrement se termina, il enleva les écouteurs d'un geste brusque et se prit la tête dans les mains. Bordel. Bordel de merde, Laurent. Tout ce temps, j'ai vécu avec un monstre sans le savoir. Votre père a fait tuer Catherine et mon père pour protéger ses secrets. Laurent releva la tête, les yeux rouges. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut aller voir la police. Avec ces preuves, ils pourront... Non. Comment ça, non? Mon père, il a des relations partout, dans la police, la justice, le gouvernement. Si on balance ça maintenant, les preuves vont disparaître et on finira comme Catherine et votre père. Amélie sentit la panique la gagner. Alors on fait quoi? On laisse cet homme s'en tirer? Je ne sais pas. Il faut que je réfléchisse. Il faut qu'on trouve un moyen de... Laurent, mon père est mort pour ces preuves. Je ne vais pas les enterrer de nouveau. Et moi, je ne vais pas vous laisser vous faire tuer. Ils se regardèrent, tous les deux au bord de la rupture. L'amour naissant qu'ils éprouvaient, l'un pour l'autre, était en train de se fracasser contre la réalité brutale de leurs histoires familiales. « Amélie, » dit Laurent d'une voix douce, « donnez-moi un peu de temps. Le temps de voir comment on peut s'y prendre sans risquer nos vies. Combien de temps? Quelques jours? Une semaine maximum. » Amélie hocha la tête. Mais au fond d'elle, elle savait qu'elle ne pourrait pas attendre. Chaque jour qui passait était une insulte à la mémoire de son père et de Catherine. En la raccompagnant chez elle, Laurent lui prit la main. « Amélie, quoi qu'il arrive, je veux que vous sachiez que ce que je ressens pour vous n'a rien à voir avec cette histoire. Je sais. Est-ce que ça change quelque chose entre nous ?» Amélie le regarda longuement. Cet homme qu'elle était en train d'aimer était le fils de l'assassin de son père. Comment pouvait-il construire quelque chose sur de telles fondations? « Je ne sais pas, Laurent. Honnêtement, je ne sais plus rien. » Cette nuit-là, seule dans sa chambre, Amélie prit une décision. Elle ne pouvait pas attendre. Elle ne pouvait pas laisser Victor Beaumont continuer à vivre tranquillement pendant qu'elle connaissait la vérité. Elle allait agir, avec ou sans Laurent. 3 jours s'étaient écoulés depuis la révélation à l'hôpital. 3 jours pendant lesquels Amélie avait fait semblant de travailler normalement au groupe Beaumont, tout en observant discrètement Victor Beaumont chaque fois qu'elle le croisait dans les couloirs. Le patriarche de la famille était un homme de 70 ans, aux cheveux blancs impeccablement coiffés et au regard perçant. Il dégageait une autorité naturelle qui faisait que tout le monde s'écartait respectueusement sur son passage. Personne n'aurait pu imaginer qu'il cachait de tels secrets. Ce matin-là, Amélie était à son bureau quand son téléphone vibra. Message de Laurent. « Il faut qu'on se voie, maintenant. Parking souterrain. Niveau 2. » Elle prétexta une pause café et descendit. Laurent l'attendait près de sa voiture, l'air sombre et fatigué. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle. « Mon père me soupçonne. Hier soir, il m'a posé des questions bizarres sur vous. Il voulait savoir pourquoi je vous avais embauché, d'où vous veniez. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Que vous étiez une excellente candidate. » Mais il n'a pas eu l'air convaincu. Laurent passa une main nerveuse dans ses cheveux. « Amélie, ce matin, j'ai trouvé quelqu'un en train de fouiller dans mon bureau, officiellement. C'était une femme de ménage qui s'était trompée d'étage, mais elle regardait mes affaires. Pas le sol. » Le cœur d'Amélie s'emballa. « Vous croyez qu'il sait qu'on enquête? J'en suis presque sûre. Et s'il sait, ça veut dire qu'on est en danger. » Ils se regardèrent en silence, tous les deux conscients de la gravité de la situation. « Laurent, on ne peut plus attendre. Il faut qu'on aille voir la police. » « Pas encore. J'ai besoin de plus de temps pour... » « Pourquoi? Pour prévenir votre père. Pour qu'il fasse disparaître les dernières preuves. » « Comment pouvez-vous dire ça ?» s'emporta Laurent. « Vous croyez vraiment que je protégerai cet homme après ce qu'on a découvert? Je ne sais plus quoi croire. Ça fait 3 jours que vous me demandez d'attendre. Et pendant ce temps, votre père a tout le loisir de couvrir ses traces. Bon Dieu. Amélie, vous ne comprenez pas que c'est compliqué pour moi. Cet homme, c'est mon père.
Même si c'est un monstre, ça reste mon père. Le cri du cœur de Laurent résonna dans le parking silencieux. Amélie vit des larmes perler dans ses yeux, et sa colère s'évanouit d'un coup. Laurent, toute ma vie, j'ai admiré cet homme. J'ai voulu lui ressembler, reprendre son empire, continuer son œuvre. Et maintenant, vous me demandez de le livrer à la police comme un vulgaire criminel. Il s'appuya contre sa voiture, les épaules affaissées par le poids de la révélation. Je sais qu'il faut le faire. Je sais que Catherine et votre père méritent justice, mais j'ai besoin de temps pour faire le deuil de l'homme que je croyais qu'il était. Amélie s'approcha de lui et posa doucement sa main sur son bras. Je comprends. Mais Laurent, plus on attend, plus on risque nos vies. Je sais, donnez-moi encore 2 jours, juste 2 jours pour me préparer psychologiquement. Amélie allait répondre quand le bruit d'un moteur les fit sursauter. Une Mercedes noire venait de s'engager dans leur allée. Derrière le volant, Victor Beaumont. « Merde !» murmura Laurent. « Qu'est-ce qu'il fout là ?» Victor gara sa voiture et en descendit avec l'élégance d'un homme habitué au pouvoir. Il s'approcha d'eux d'un pas mesuré, un sourire froid aux lèvres. « Laurent, mon fils, mademoiselle Girard. Papa, qu'est-ce que tu fais au parking ? J'avais oublié un dossier dans ma voiture. Mais quelle coïncidence de vous trouver ici tous les deux. » Le regard de Victor se posa sur Amélie, et elle sentit un frisson glacé la parcourir. Cet homme savait, elle en était certaine. « Mademoiselle Girard, dit-il d'une voix mielleuse, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Paraît-il que votre père était chauffeur. En effet, monsieur. Jacques Girard, c'est bien ça. Un brave homme. Sa mort a été une tragédie. Une tragédie que vous avez orchestrée, pensa Amélie. Mais elle se contenta de hocher la tête. Au fait, reprit Victor, j'ai remarqué que vous portiez un très joli pingent. Puis-je le voir de plus près ? Amélie porta instinctivement la main à son cou. Victor s'approcha, et elle sentit son parfum lourd et entêtant. « Magnifique !» murmura-t-il en examinant le bijou. « Il me rappelle quelque chose. Où l'avez-vous eu ? C'était à mon père. Ah bon, curieux. Ce modèle est très rare. Je n'en connais qu'un exemplaire. » Le silence qui suivit fut chargé d'électricité. Victor regardait Amélie droit dans les yeux, et elle sut qu'il avait percé à jour leur secret. « Bon, » dit-il finalement en reculant, « je ne vais pas vous déranger plus longtemps. À bientôt, mademoiselle Girard. » Il remonta dans sa voiture et repartit, les laissant seuls et bouleversés. « Il sait, » dit Amélie dès que la Mercedes eut disparu. « On ne peut pas en être sûr. Laurent, il a reconnu le pingent. Il sait qu'on a découvert la vérité. » Laurent était livide. « Qu'est-ce qu'on fait ? On va voir la police maintenant. Et si vous avez tort, si on se trompe complètement, et si j'ai raison, si on attend encore et qu'il nous arrive la même chose qu'à Catherine et à mon père. » Laurent la regarda longuement, puis hocha la tête. « D'accord, on y va. » Ils montèrent dans la voiture, mais à peine Laurent eut-il démarré, qu'Amélie posa sa main sur la sienne. « Laurent, avant qu'on fasse ça, il faut qu'on parle de nous. Nous. De ce qui va se passer entre nous quand votre père sera en prison. » Laurent coupa le moteur et se tourna vers elle. « Amélie, non. Laissez-moi finir. J'ai des sentiments pour vous. Forts. Plus forts que je ne l'avais imaginé possible. Moi aussi. Mais comment on peut construire quelque chose ensemble quand c'est mon témoignage qui va détruire votre famille ? Quand c'est moi qui vais envoyer votre père en prison ? » Laurent prit son visage entre ses mains. « Amélie, écoutez-moi bien. Ce qui va arriver à mon père, c'est la conséquence de ses actes, pas des vôtres. Vous ne faites que révéler la vérité. Ça ne changera rien au fait que vous me regarderez toujours en pensant à ça. Non, je vous regarderai en pensant que vous êtes la femme la plus courageuse que je connaisse, celle qui a eu le cran de faire ce que moi, je n'arrivais pas à faire. » Il l'embrassa alors, tendrement d'abord, puis avec une passion désespérée, comme s'il savait que c'était peut-être la dernière fois. « Laurent, » murmura-t-elle contre ses lèvres, « j'ai peur. » « De quoi ? De vous perdre. De perdre ça. Vous ne me perdrez pas. Quoi qu'il arrive, vous ne me perdrez pas. » Ils restèrent enlacés quelques minutes, savourant cette intimité qui serait peut-être bientôt qu'un souvenir. Puis Laurent redémarra. « On y va. On y va. » Mais au moment de sortir du parking, Amélie eut une intuition. « Laurent, arrêtez-vous. » « Pourquoi ? Votre père, il va se douter qu'on se dirige vers la police. Et s'il essayait de nous arrêter, comment ça ?
Je ne sais pas. Un accident comme pour Catherine et mon père. Laurent pâlit. Vous croyez qu'il... Je ne veux pas prendre de risques. Il faut qu'on sépare, moi. Je vais chercher la carte SD chez moi et je fonce au commissariat. Vous restez ici et vous faites comme si de rien n'était. Pas question. On reste ensemble. Laurent, s'il nous arrive quelque chose à tous les deux, personne ne pourra témoigner. Et s'il vous arrive quelque chose à vous, je ne me le pardonnerai jamais. Amélie le regarda, émue par sa détermination. Alors on fait comme ça. Je vais chercher les preuves. Et vous prévenez un ami journaliste, quelqu'un en qui vous avez confiance. On lui raconte tout. Et s'il nous arrive quelque chose, il publiera l'histoire. Laurent réfléchit. J'ai un copain au Figaro, Thomas Dubois. Un type bien? Parfait. Appelez-le maintenant. Pendant que Laurent passait son coup de fil, Amélie observait les alentours. Tout semblait normal, mais elle avait la désagréable impression d'être observée. « C'est fait », dit Laurent. « Thomas nous attend dans 1 heure à la rédaction. »« Parfait, on se retrouve là-bas. » Ils s'embrassèrent une dernière fois, et Amélie descendit de la voiture. « Soyez prudent, Laurent. Vous aussi, et Amélie. Oui, je vous aime. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, alors qu'elle s'éloignait vers sa voiture. Elle aussi l'aimait. C'était bien le problème. En sortant du parking, elle vérifia dans son rétroviseur. Personne ne la suivait, pour l'instant, mais elle avait le sentiment que les choses allaient très mal se passer. Amélie roulait vers son appartement, les mains crispées sur le volant, vérifiait constamment son rétroviseur. Chaque voiture qui la suivait lui semblait suspecte, chaque carrefour une embuscade potentielle. Elle avait hâte de récupérer la carte SD et de rejoindre Laurent. En arrivant dans sa rue, elle remarqua une berline noire garée en face de son immeuble. 2 hommes en costume sombre étaient assis à l'avant. Amélie sentit son sang se glacer. Elle continua sa route sans s'arrêter et fit le tour du pâté de maison. Quand elle repassa, la voiture était toujours là. Elle gara sa Clio 3 rues plus loin et revint à pied, empruntant les ruelles qu'elle connaissait depuis l'enfance. Par chance, l'immeuble avait une entrée de service qui donnait sur la cour intérieure. Elle monta les escaliers 4 à 4, le cœur battant. En arrivant au 2e étage, elle s'arrêta net. La porte de son appartement était entr'ouverte. « Maman !» appela-t-elle d'une voix tremblante. Pas de réponse. Elle poussa la porte avec précaution. L'appartement avait été mis sans dessus-dessous. Les tiroirs étaient ouverts, les coussins du canapé éventrés, les livres éparpillés au sol. « Maman !» cria-t-elle en se précipitant vers la chambre de Geneviève. Le lit était vide, défait. Des traces de lutte étaient visibles. Une lampe de chevet renversée, des médicaments éparpillés. Amélie courut vers sa propre chambre. Là aussi, tout avait été fouillé. Son matelas était éventré, ses affaires éparpillées. Mais miracle, l'enveloppe contenant la carte SD était toujours cachée dans la doublure de son oreiller, là où elle l'avait cousue la veille par précaution. Son téléphone sonna. Numéro masqué. « Allô ? Mademoiselle Girard. » Une voix d'homme, polie mais froide. « Où est ma mère ? En sécurité ? Pour l'instant. Qu'est-ce que vous lui voulez ? Elle ne sait rien. Nous savons qu'elle ne sait rien. Mais vous ? Si, nous voulons ce que vous avez trouvé dans le pain Jean. » Amélie sentit ses jambes se dérober. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. Mademoiselle Girard, nous ne sommes pas des amateurs. Nous savons que Catherine Beaumont a caché des informations dans ce bijou. Nous savons que votre père les a récupérées, et nous savons que vous les avez découvertes. Même si c'était vrai, qu'est-ce qui me dit que vous libérerez ma mère si je vous donne ce que vous voulez ? Rien, mais si vous ne nous le donnez pas, elle mourra certainement. » Amélie ferma les yeux, luttant contre la panique. « Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Rendez-vous dans 1 heure au bureau de Monsieur Victor Beaumont. Venez seul. Apportez tout ce que vous avez trouvé. Et si je préviens la police, votre mère ne verra pas le coucher du soleil. » La communication fut coupée. Amélie s'effondra sur son lit défoncé, tremblant de tous ses membres. Elle était prise au piège. Si elle donnait la carte SD à Victor, il la ferait tuer ainsi que sa mère pour éliminer les témoins. Si elle n'y allait pas. Geneviève mourait. Elle appela Laurent. « Amélie, où êtes-vous ? Thomas nous attend. »« Laurent, ils ont ma mère. »« Quoi ? Votre père ? » ?»« Ces hommes ont enlevé ma mère. Ils veulent que je leur donne la carte SD. »« Mon Dieu, Amélie, où êtes-vous ? » ?»« Chez moi. Ils ont saccagé l'appartement. Restez où vous êtes. J'arrive. »« Non. Ils m'ont dit de venir seul au bureau de votre père dans 1 heure. Si vous m'accompagnez,
Ils tueront ma mère. Amélie, c'est un piège. Ils vont vous tuer de toute façon. Je sais, mais c'est ma seule chance de sauver maman. Non, attendez, laissez-moi réfléchir. Il n'y a pas le temps de réfléchir. Ma mère va mourir. Elle raccrocha et récupéra la carte SD. Puis elle rédigea rapidement un message qu'elle envoya à Laurent. « S'il m'arrive quelque chose, la carte SD est dans l'enveloppe cousue dans mon oreiller. Je vous aime. » 50 minutes plus tard, elle se présentait à l'accueil du groupe Beaumont. L'hôtesse lui indiqua le chemin du bureau de Victor sans poser de questions. Visiblement, on l'attendait. Elle monta au 16e étage d'un pas mal assuré. La secrétaire de Victor, une femme sèche aux yeux froids, la fit entrer directement. Victor Beaumont l'attendait derrière son bureau monumental, dans un fauteuil en cuir rouge qui ressemblait à un trône. Il portait un costume sombre impeccable et arborait un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. « Mademoiselle Girard, ponctuelle, j'apprécie. Où est ma mère ? En lieu sûr, asseyez-vous. » Amélie resta debout. « Je veux la voir. Plus tard. D'abord, nous avons à parler. » Victor se leva et contourna son bureau. Malgré ses 70 ans, il dégageait encore une présence intimidante. « Savez-vous, mademoiselle, combien de temps il m'a fallu pour bâtir cet empire ? Je m'en fous. 40 ans. 40 années de travail acharné, de sacrifices, de décisions difficiles, et voilà qu'une petite serveuse de café menace de tout détruire. » Il s'approcha d'elle, et Amélie sentit son parfum lourd, écœurant. « Votre père était un brave homme, vous savez. Loyal, discret, jusqu'à cette nuit-là, jusqu'à ce que vous le fassiez tuer. » Victor sourit, et ce sourire était plus effrayant que toutes les menaces. « Votre père n'était pas censé survivre à l'accident initial. Mes hommes ont été négligents. Quand ils ont découvert qu'il était encore vivant et qu'il avait pris le pingent, ils ont dû improviser. Vous l'avez assassiné. J'ai protégé ma famille, comme tout père digne de ce nom. » Victor retourna derrière son bureau et ouvrit un tiroir. Catherine était une femme remarquable, intelligente, déterminée. Trop, malheureusement, il sortit un vieux dossier qu'il posa sur le bureau. Elle avait découvert certaines de mes activités parallèles, des investissements nécessaires pour maintenir notre position, vous comprenez ? Vous parlez de blanchiment d'argent et de financement du crime organisé. Je parle de business, mademoiselle. Le monde réel n'est pas aussi manichéen que vous le croyez. Victor ouvrit le dossier, révélant des photos de Catherine prises à son insu. Elle me causait des problèmes que j'ai dû résoudre en la tuant, en protégeant l'héritage familial. Amélie sentit la rage l'envahir. Et Laurent, votre propre fils, vous lui avez menti pendant des années, pour la première fois. Le masque de Victor se fissura légèrement. Laurent est un idéaliste. Comme sa mère, il n'aurait jamais compris les nécessités du pouvoir réel. Alors vous avez préféré en faire le complice involontaire d'un assassin. J'ai préféré le protéger de la vérité. Victor avait haussé le ton, et Amélie vit une lueur de folie dans ses yeux. Vous croyez que c'est facile de porter de tels secrets ? Vous croyez que j'ai pris plaisir à faire tuer Catherine ? Elle était comme une fille pour moi. Mais vous l'avez fait quand même, parce que je n'avais pas le choix, parce que 50 familles dépendent de cette entreprise. Parce que des milliers d'emplois étaient en jeu, Victor se rassit lourdement, soudain vieilli de 10 ans. Et maintenant, vous voulez tout détruire, tout ce pour quoi j'ai travaillé, tout ce que j'ai construit. Je veux juste que justice soit rendue. La justice, ricana Victor. La justice, c'est que les forts survivent et que les faibles disparaissent. C'est la loi de la nature. Il la regarda droit dans les yeux. Donnez-moi cette carte SD, mademoiselle Girard, et je vous promets que votre mère et vous pourrez reprendre votre petite vie tranquille. Et si je refuse, alors vous rejoindrez votre père plus tôt que prévu. Amélie sortit l'enveloppe de sa poche. Victor tendit la main, mais elle la retira. D'abord, je veux voir ma mère. Vous n'êtes pas en position de négocier. Si vous la tuez, je détruis la carte. Et Laurent sait déjà tout. Victor fronça les sourcils. Laurent, il a écouté les enregistrements, il a vu les preuves, il sait que vous êtes un assassin. Le visage de Victor se décomposa complètement. Mon fils, mon propre fils. Il vous hait maintenant autant que je vous hais. Non, non, c'est impossible. Victor se leva d'un bond et se dirigea vers la fenêtre, le dos voûté par le poids de la révélation. Laurent, mon Laurent. Et là, soudain, le masque tomba complètement. Victor Beaumont, le puissant patriarche, se mit à pleurer comme un enfant. « Qu'est-ce que j'ai fait ?
murmurait-il. Qu'est-ce que j'ai fait? Amélie le regardait, partagée entre la satisfaction et une étrange pitié. Cet homme qui avait semé la mort et la corruption n'était plus qu'une loque humaine face à la perte de l'amour de son fils. J'ai tout perdu, sanglotait Victor. Tout perdu pour rien. C'est à ce moment-là que la porte du bureau s'ouvrit brutalement. Laurent entra, accompagné de plusieurs policiers. « Papa ?» dit-il d'une voix brisée. « C'est fini ?» Victor Beaumont regarda son fils avec des yeux rougis par les larmes, comme s'il venait de voir un fantôme. « Laurent, comment as-tu pu ? Comment j'ai pu quoi, papa ? Choisir la justice plutôt que de couvrir tes crimes ?» Laurent s'avança dans le bureau, suivi par le commissaire Morel et 2 agents en uniforme. Son visage était dur, mais Amélie pouvait voir la souffrance qui se cachait derrière cette façade. « Monsieur Victor Beaumont, » dit le commissaire, « vous êtes en état d'arrestation pour les meurtres de Catherine Beaumont et Jacques Girard, ainsi que pour blanchiment d'argent et association de malfaiteurs. » Victor ne résista pas quand l'un des agents lui passa les menottes. Il fixait son fils avec une expression de pure désolation. « Laurent, tout ce que j'ai fait, c'était pour toi, pour préserver ton héritage. »« Mon héritage !» cracha Laurent. « Tu appelles ça un héritage. Du sang sur les mains et de l'argent sale. Tu ne comprends pas. Dans le monde des affaires, il faut parfois quoi? Tuer des innocents. Faire assassiner ta propre belle-fille. » Victor ferma les yeux, accablé. Catherine, elle n'aurait jamais dû fouiller dans mes affaires. Elle était trop curieuse, trop idéaliste. Elle était courageuse. Elle voulait révéler la vérité. La vérité aurait détruit tout ce que j'ai construit. 50 ans de travail réduits à néant. Laurent se tourna vers Amélie, qui se tenait silencieuse près de la fenêtre. « Où est votre mère ? » Je ne sais pas. Ils l'ont enlevée pour me forcer à venir ici. » Le commissaire Morel s'adressa à Victor. « Où est Madame Girard ?» Victor ne répondit pas. Laurent s'approcha de son père et lui saisit le bras. « Papa, où est-elle ? Où est la mère d'Amélie ? Entrepôt Faucon, quai des Chartrons, » murmura finalement Victor. « Mes hommes, ils attendent mes ordres. » Le commissaire fit signe à l'un de ses agents, qui sortit aussitôt pour coordonner une intervention. « Elle va bien ?» demanda Amélie, la voix tremblante. « Pour l'instant, » dit Victor d'une voix éteinte. « Mes instructions étaient de ne pas lui faire de mal tant que tu n'avais pas donné la carte. » Amélie tendit l'enveloppe au commissaire. « Voici les preuves. Tout y est. Les comptes offshore, les virements suspects, les enregistrements de Catherine. » Le commissaire examina rapidement le contenu. « Ces documents seront analysés par nos experts, mais ça semble effectivement très compromettant. » Victor fut emmené sans résistance, mais au moment de franchir la porte, il se retourna vers Laurent. « Mon fils, j'espère qu'un jour tu comprendras. »« Je ne comprendrai jamais, papa, jamais. » Quand Victor disparut dans le couloir. Laurent s'effondra dans l'un des fauteuils, la tête entre les mains. « Laurent !» Amélie s'approcha de lui, ne sachant pas trop quoi dire. Comment consoler un homme qui venait de faire arrêter son propre père ? « Ça va aller ?» murmura-t-elle en posant une main sur son épaule. « Non, ça ne va pas aller. Ça ne va plus jamais aller. » Il leva les yeux vers elle, et elle vit toute la douleur du monde dans son regard. « J'ai livré mon père à la police, Amélie. Mon propre père. Vous avez fait ce qu'il fallait ? Peut-être, mais ça ne rend pas les choses plus faciles. » Le commissaire Morel revint vers eux. « Nous avons retrouvé Madame Girard. Elle va bien. Juste un peu secouée. Elle sera emmenée à l'hôpital par précaution. Mais ses jours ne sont pas en danger. » Amélie sentit un immense soulagement l'envahir. « Je peux la voir. Bien sûr, mon équipe va vous y conduire. Laurent, vous venez avec moi. » Il secoua la tête. « J'ai des choses à régler ici. L'entreprise, les employés. Il faut que je gère les conséquences. » Amélie comprit qu'il avait besoin d'être seule. Elle l'embrassa doucement sur le front. « Je reviens dès que j'ai vu maman, à l'hôpital. » Amélie retrouva Geneviève dans une chambre du service des urgences. Sa mère était pâle mais souriante, soulagée de revoir sa fille. « Ma chérie, j'ai eu si peur. »« Moi aussi, maman, moi aussi. » Elles restèrent enlacées de longues minutes, savourant leur retrouvailles. « Ils ne m'ont pas fait de mal, » dit Geneviève. « Juste quelques questions sur le Pingent, sur ce que ton père m'avait dit. Et qu'est-ce que vous leur avez répondu ? » La vérité, que Jacques ne m'avait jamais rien expliqué de précis. Amélie raconta à sa mère tout ce qui s'était passé. La découverte de la carte SD, les preuves contre Victor Beaumont,
Son arrestation. Alors c'est fini, demanda Geneviève. Justice est rendue pour ton père. Oui, maman. Papa est vengé. Geneviève ferma les yeux, apaisée. Il serait fier de toi, ma chérie. Tu as eu le courage qu'il n'a pas eu le temps d'avoir. Cette nuit-là, Amélie ne rentra pas chez elle. L'appartement saccagé lui faisait trop mal au cœur. Elle resta au chevet de sa mère, veillant son sommeil. Au petit matin, Laurent arriva avec un bouquet de fleurs et des viennoiseries. « Comment va-t-elle » demanda-t-il doucement. « Ça va ? Elle dort ?» Ils sortirent dans le couloir pour parler sans réveiller Geneviève. « Et vous ? Comment ça va ?» Laurent haussa les épaules. « J'ai passé la nuit à éplucher les comptes de l'entreprise avec les experts comptables. Le mal est plus profond que je ne l'imaginais. C'est-à-dire, mon père a détourné des millions d'euros au fil des années. L'entreprise est techniquement en faillite. Il va falloir vendre une partie des actifs pour rembourser les créanciers et dédommager les victimes. Et votre fortune personnelle ? Non, je vais y consacrer la majorité. C'est le minimum que je puisse faire. » Amélie le regarda avec admiration. En quelques heures, Laurent avait perdu son père, découvert l'étendue de sa corruption et décidé de sacrifier sa fortune pour réparer les dégâts. « Hé Laurent, vous n'êtes pas responsable des crimes de votre père. » « Non, mais je suis responsable de ce qui va se passer maintenant. Je veux que toutes les familles lésées soient dédommagées. Je veux que les employés honnêtes gardent leur travail. Je veux reconstruire quelque chose de propre sur les ruines de l'empire paternel. Ça va vous prendre des années. J'ai le temps et j'ai une motivation. Laquelle ? Il la regarda droit dans les yeux. Vous, si vous voulez encore de moi après tout ça. Amélie sentit son cœur se serrer. Laurent, je sais que c'est compliqué. Mon père a tué le vôtre. Ma famille a causé tant de souffrances. Vous n'êtes pas votre père. Non, mais je porte son nom. Je porte son héritage. Amélie prit ses mains dans les siennes. Alors changez cet héritage. Faites que le nom Beaumont soit associé à la justice et à la réparation, plutôt qu'au crime. C'est exactement ce que j'ai l'intention de faire. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon. L'arrestation de Victor Beaumont fit la une de tous les journaux. Le scandale éclaboussait toute la haute société bordelaise, et les révélations s'enchaînaient au fur et à mesure que l'enquête progressait. Victor fut inculpé pour de multiples chefs d'accusation, meurtre, association de malfaiteurs, blanchiment d'argent, corruption. Les preuves étaient accablantes, et ses avocats ne purent que plaider pour éviter la prison à vie. Laurent tint ses promesses, il liquida ses biens personnels pour constituer un fonds de dédommagement pour les victimes, il négocia avec les banques pour sauver l'emploi d'un maximum de salariés, il travailla 18 heures par jour pour redresser ce qui pouvait l'être. Amélie, elle, témoigna devant les enquêteurs, raconta l'histoire du Pingent, expliqua comment elle avait découvert la vérité. Son courage fut salué par la presse, qui en fit un symbole de la lutte contre la corruption. Geneviève se rétablissait progressivement. Les meilleurs traitements étaient désormais à sa portée grâce au fonds créé par Laurent, et son état s'améliorait de jour en jour. Mais malgré tous ces développements positifs, Amélie sentait que quelque chose se brisait entre Laurent et elle. Il était devenu distant, préoccupé, rongé par la culpabilité. Leurs rendez-vous se faisaient rares. Leur conversation tournait toujours autour des conséquences du scandale. Un soir, 3 mois après l'arrestation de Victor, Laurent vint la voir chez elle. L'appartement avait été remis en état, mais l'atmosphère restait lourde. « Il faut qu'on parle », dit-il en s'asseyant sur le canapé. Amélie sentit son cœur se serrer. Elle savait ce qui allait suivre. « Amélie, je crois qu'il faut qu'on prenne du recul. » « Du recul ? Cette histoire, elle nous a rapprochés dans des circonstances exceptionnelles. Mais maintenant que tout est fini, je me demande si... Si quoi ? Si vous ne m'aimez plus. Ce n'est pas ça. Je vous aime. Mais chaque fois que je vous regarde, je pense à mon père, à ce qu'il a fait à votre famille. Laurent, j'ai besoin de temps, Amélie, pour faire le deuil de l'homme que je croyais qu'il était, pour me reconstruire, pour devenir quelqu'un dont vous pourrez être fier. Amélie acquiesça, les larmes aux yeux. Elle comprenait, mais ça faisait mal. Combien de temps ? Je ne sais pas, peut-être des mois, peut-être des années. Il se leva et se dirigea vers la porte. Laurent, oui, quand vous serez prêt, je serai là. Il lui sourit tristement et partit, la laissant seule avec son chagrin et ses espoirs. 3 mois plus tard, l'automne avait peint Bordeaux de couleur dorée, et la ville semblait avoir retrouvé sa tranquillité après le tourbillon médiatique qui avait suivi l'affaire Beaumont.
Victor Beaumont avait été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Les journaux avaient fini par passer à autre chose, mais les cicatrices, elles, restaient. Amélie poussa la porte de la chambre 314 de l'hôpital Saint-André. Geneviève était assise dans son lit, un livre à la main, le visage reposé et les joues légèrement colorées. Les traitements fonctionnaient mieux que prévu et les médecins parlaient même de rémission complète. « Bonjour, maman. Ma chérie, comment s'est passée ta journée ?» Amélie avait repris ses études, grâce à une bourse d'excellence qui lui avait été accordée suite à son témoignage courageux. Elle étudiait maintenant le droit, déterminée à se battre pour la justice d'une manière différente. « Bien, j'ai eu les résultats de mes partiels. Et, première de promotion. » Geneviève sourit, les yeux brillants de fierté. « Ton père serait si fier de toi. » Amélie s'assit au bord du lit et prit la main de sa mère. « Maman, j'ai quelque chose à te dire. Les médecins pensent que tu pourras sortir la semaine prochaine. Vraiment, vraiment, tu es en rémission le cancer. » Il semble battu. Geneviève ferma les yeux et porta une main tremblante à son cœur. « Après tout ce qu'on a traversé, c'est comme un miracle. C'est grâce au traitement que Laurent a financé. » Le nom de Laurent flotta dans l'air comme un fantôme. Cela faisait 3 mois qu'Amélie ne l'avait pas vu, 3 mois qu'ils s'étaient séparés pour qu'il puisse faire son deuil et se reconstruire. « Tu as eu de ses nouvelles ?» demanda doucement Geneviève. « Non, enfin, pas directement, mais je lis les journaux. Il a vendu le château familial pour dédommager les dernières victimes. Il ne lui reste pratiquement plus rien. Et ça ne te donne pas envie de lui tendre la main ?» Amélie soupira. « Il m'a demandé du temps, maman. Je respecte sa décision, même si ça te déchire le cœur. Même si ça me déchire le cœur. » Geneviève serra la main de sa fille. « L'amour, ma chérie, ce n'est pas toujours simple. Parfois, il faut se battre pour le préserver. Et parfois, il faut savoir lâcher prise, ou savoir faire le premier pas quand l'autre n'y arrive pas. » En sortant de l'hôpital, Amélie décida de marcher un peu dans Bordeaux, c'est pas la Menère, sans qu'elle s'en rende vraiment compte, vers les quais de la Garonne. C'était là que tout avait commencé, dans cette ville qu'elle connaissait depuis toujours, mais qui lui semblait désormais différente. Elle pensait à Laurent, se demandait ce qu'il faisait, comment il allait, d'après les journaux. Il travaillait maintenant comme consultant pour des ONG, aidant à débusquer la corruption dans des organisations humanitaires, une forme de pénitence, peut-être. En longeant la place de la Bourse, elle aperçut une silhouette familière assise sur un banc face au miroir d'eau. Son cœur manqua un battement. Laurent, il était là, seul, regardant les reflets danser sur l'eau. Il avait maigri, ses cheveux étaient plus longs, moins apprêtés. Il portait un simple jean et un pull en laine, loin de l'élégance sophistiquée d'autrefois. Mais il était toujours aussi beau, peut-être même plus, avec cette mélancolie qui se dégageait de lui. Amélie resta figée quelques secondes, ne sachant pas si elle devait s'approcher ou faire demi-tour. Puis, Laurent tourna la tête, et leurs regards se croisèrent. Il ne sourit pas, mais il ne détourna pas les yeux non plus. Lentement, il se leva et vint vers elle. Amélie, Laurent, ils se tenaient face à face, séparés par 3 mois de silence et de douleur. « Comment allez-vous » demanda-t-il. « Ça va, et vous ?»« Ça va aussi. » Le mensonge était évident. Il avait l'air épuisé, hanté. « J'ai appris pour votre mère, la rémission. C'est merveilleux. Grâce à vous. Non. Grâce au médecin et à sa force. » Un silence gêné s'installa. Trop de non-dits, trop d'émotions contenues. « Laurent, comment vous faites pour tenir ? Je travaille, beaucoup, ça aide à ne pas penser, et ça marche. » Il eut un sourire triste. « Non, pas vraiment. » Amélie sentit son cœur se serrer. Elle avait envie de le prendre dans ses bras, de lui dire que tout irait bien, qu'ensemble ils pourraient surmonter n'importe quoi. « Laurent, est-ce que vous avez fini de vous punir ?» La question le prit au dépourvu. « Comment ça ? Vous vous punissez pour les crimes de votre père ? Vous vous interdisez d'être heureux parce que vous portez son nom ? C'est plus compliqué que ça. Non, c'est exactement ça. Et vous savez quoi ? Mon père et Catherine ne seraient pas fiers de vous voir vous détruire comme ça. » Laurent baissa les yeux. « Vous ne comprenez pas. Chaque matin, je me réveille en me demandant comment j'ai pu vivre toutes ces années sans rien voir. Comment j'ai pu être aussi aveugle. Parce que vous aimiez votre père.
Parce que vous lui faisiez confiance. Ce n'est pas un crime, Laurent. J'aurais dû savoir. Comment? Il était très fort pour cacher ses secrets. Laurent releva la tête, et Amélie vit des larmes dans ses yeux. Et si j'ai hérité de ça? Et si j'ai en moi cette capacité à mentir, à manipuler? Laurent, regardez-moi. Elle prit son visage entre ses mains. Vous n'êtes pas votre père. Vous avez choisi la justice plutôt que de le protéger. Vous avez sacrifié votre fortune pour réparer ses erreurs. Vous travaillez maintenant pour des causes justes. Vous êtes tout le contraire de lui. Amélie, je vous aime, Laurent. Pas votre nom, pas votre fortune, pas votre passé. Vous, l'homme que vous êtes vraiment. Il ferma les yeux et appuya son front contre le sien. Moi aussi, je vous aime. C'est bien le problème. Pourquoi c'est un problème? Parce que je ne sais pas si je mérite d'être aimé. Ce n'est pas à vous d'en décider. C'est à moi. Ils restèrent ainsi, front contre front, savourant cette proximité retrouvée. « Amélie, » murmura Laurent, « j'ai quelque chose pour vous. » Il sortit de sa poche une petite boîte qu'il lui tendit. « Qu'est-ce que c'est » ? Ouvrez, à l'intérieur, sur un coussin de velours, reposait le pingent doré, le pingent de Catherine, celui qui avait tout déclenché. « Laurent, je ne peux pas accepter ça. »« Si, vous pouvez. Et vous devez. » Il prit le bijou et le mit autour du cou d'Amélie. Ce pingent a causé tant de souffrance. Mais il a aussi révélé la vérité. Il a permis que justice soit rendue. Il vous appartient maintenant. Mais c'était à Catherine. Catherine voulait que la vérité éclate. Grâce à vous, c'est fait. Elle serait d'accord. Amélie toucha le pingent, sentant son poids familier contre sa peau. Laurent, qu'est-ce que ça veut dire? Pour nous, il lui prit les mains. Ça veut dire que j'ai fini de me punir, que j'ai envie d'essayer de construire quelque chose avec vous, si vous voulez encore de moi, si je veux encore de vous, vous plaisantez. Elle l'embrassa alors, là, au milieu de la place, devant le miroir d'eau et les passants indifférents, un baiser plein de promesses, de pardon, d'espoir. Quand ils s'écartèrent, Laurent souriait pour la première fois depuis des mois. « Amélie, j'ai une proposition à vous faire. » « Laquelle ? » J'ai créé une petite association pour aider les victimes de corruption. Ça ne paie pas grand-chose, mais le travail est gratifiant. Ça vous dirait de m'aider quand vous aurez fini vos études. Ensemble, ensemble. Amélie réfléchit quelques secondes, puis détacha le pingent de son cou. Laurent, prenez ça. Mais quelques vérités sont trop lourdes à porter seules. Maintenant, ce bijou nous appartient à tous les deux. Comme cette histoire, comme cet avenir qu'on va construire. Laurent prit le pingent et le regarda longuement. « Vous croyez qu'on va y arriver ? Malgré tout ce qui s'est passé, je crois qu'on va essayer, et que parfois, c'est suffisant. » Il remit le pingent autour du cou d'Amélie. Mais cette fois, ses doigts s'attardèrent sur sa nuque, caressant doucement sa peau. « Merci, » murmura-t-il. « De quoi ? » « De m'avoir sauvé de moi-même. » Ils repartirent ensemble vers l'hôpital, main dans la main. Amélie voulait que Laurent rencontre officiellement sa mère, qu'il commence vraiment cette nouvelle vie. Le pingent scintillait doucement contre sa poitrine, mais il ne semblait plus lourd du poids des secrets. Il était devenu le symbole de leur amour. Né dans la douleur, mais assez fort pour survivre à tout. Derrière eux, le soleil se couchait sur Bordeaux, peignant la Garonne de reflets dorés. Un nouveau chapitre commençait, écrit non plus dans les larmes et le sang, mais dans l'espoir et l'amour. Quelques vérités étaient effectivement trop lourdes à porter seules, mais portées à deux, elles devenaient supportables. Elles devenaient même la fondation d'un avenir possible.